Ouais, enfin, on n'a pas souvent la maîtrise de sa vie, quoi. On a l'impression qu'elle vous échappe. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle m'échappe, alors que j'ai l'entière maîtrise de mes textes. Ça, c'est, je peux choisir chaque répétition, chaque virgule, et c'est un sentiment de toute puissance, quand même. Justine Lévy, bonsoir. Ça va? Oui. Alors, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est le cas de le dire, puisque votre deuxième roman, Rien de grave, est l'événement littéraire de l'hiver. Ça vous met dans quel état, comme ça, d'être en tête des ventes, en tête des listes de best-sellers, sans télé, c'est votre première télé ce soir, sans télévision, juste avec les critiques et le bouche à oreille. Vous êtes en tête des ventes, ça vous rassure, ça vous fait plaisir? Contente. Contente. Alors, on va d'abord se débarrasser du côté people, ensuite on parlera du bouquin. Vous êtes née à Paris en 1974, vous êtes prénommée Justine Juliette. Justine, c'est votre père qui vous appelle comme ça, Bernard-Henri Lévy. Juliette, c'est votre mère. Isabelle d'Outreluigne, mannequin vedette des années 60, photographiée à l'époque par Sarah Moon et Helmut Newton, qui deviendra une militante acharnée de la cause féministe, qui s'est aussi beaucoup défoncée, et qui vous confie à votre père. Vous dites en parlant de Bernard-Henri Lévy, il est à la fois mon père et ma mère, il compte double. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez faire des réponses plus courtes? Parce que j'ai peur qu'on déborde un peu. Donc, quand à l'école, on vous demande la profession de votre père, vous dites philosophe. Et quand on vous dit c'est quoi, vous dites c'est quelqu'un qui passe à la télé. Je trouve ça assez génial. Quand Pivot vous demande pourquoi signer Lévy et pourquoi pas prendre un pseudo, vous dites on peut changer de nom quand on s'appelle Pivot, on ne change pas de nom quand on s'appelle Lévy. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas de nom quand on est juif, quoi. Ouais. Ouais, vous auriez eu l'impression de trahir votre judéité. Ouais. Ouais. À l'adolescence, vous avez l'impression d'être un vilain petit canard, et vous dites je suis encore aujourd'hui dans le excusez-moi. Oui, c'est vrai. Dans le excusez-moi, d'être... de pas toujours être à la hauteur, de plein de choses, ouais. Je suis dans le excusez-moi, dans la culpabilité en permanence. Pardon, vous avez l'air tendue, crispée, anxieuse. J'aime pas tellement la télévision. Et particulièrement pas cette émission. Non, non mais j'aime bien cette émission, mais c'est... Mais pour la regarder, pas pour y être. Ouais. Voilà. Ça va bien se passer. C'est pour ça que vous parlez vite, c'est parce que c'est l'idée d'excusez-moi comme ça qui vous fait parler... Pour pas embêter les gens trop longtemps, pour pas... pour me dépêcher de dire les choses que j'ai à dire. Mais... Voilà, donc à l'adolescence, cette impression comme ça d'être un vilain petit canard. Et puis c'est le grand amour. Vous tombez red dingue amoureuse de Raphaël Enthoven, fils de Jean-Paul Enthoven, éditeur et ami de votre père. Vous dites on avait envie de faire un petit couple, on se disait nous on va y arriver. C'est vrai, quand les parents... on avait tous les deux des parents divorcés, on se disait que nous on allait réussir là où ils avaient échoué. Ouais. Voilà. Comme beaucoup d'enfants de parents divorcés. Ouais. Vous vous mariez en 1996 et 5 ans plus tard, pour le passage à l'an 2000, vous partez en vacances à Marrakech, dans la maison de votre père. Il y a là Ariel Dombal, Jean-Paul Enthoven, le père de votre mari, avec sa maîtresse du moment, Carla Bruni. Et Raphaël Enthoven, donc, va vous quitter pour elle, pour Carla Bruni. Le divorce sera prononcé dans l'année. Voilà pour la dimension, je dirais, people et name-dropping de l'affaire. Le reste, c'est de la littérature, ça s'appelle Rien de grave. Et c'est publié chez Stock, c'est super bien écrit, avec plein de phrases d'auteurs comme on aime, et une flavor Françoise Sagan, Dorothy Parker. Rien de grave, ça veut dire quoi? C'est pas la fin du monde non plus, c'est ça? Ouais, puis c'est une éthique, c'est comme ça que je suis dans la vie, rien de grave. Même quand les choses le sont un tout petit peu, c'est une manière de ne pas alourdir ce qui est déjà lourd. Il faut... c'est un impératif, quoi. C'est un indicatif, un impératif et un optatif aussi. Rien de grave. Alors Marie-Françoise Leclerc, dans Le Point, a trouvé une formule qui résume assez bien le titre et votre façon de faire. Raconter ses drames sans en faire un drame, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonne phrase. Ouais, bonne phrase. Alors le pitch du bouquin, Louise et Adrien s'aimaient donc depuis la fin de l'adolescence, jusqu'au jour où Adrien rencontre Paula, la jeune maîtresse de son père. Et là, Paula brise le cœur de Louise en lui volant Adrien. Alors au début, Louise et Adrien, c'est l'amour ultra-fusionnel, hein, c'est l'osmose totale. C'est un peu une poursuite de l'enfance, ça, non? C'est comme ça que les enfants aiment, j'ai l'impression, moi. Ouais. Ils se fondent dans l'autre, ils n'existent que par l'autre. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma manière d'aimer, mais c'est la manière de mon héroïne aussi. Mais d'ailleurs, j'aime toujours de la même manière. C'est comme ça, mais c'est un leurre en même temps de croire à l'amour fusion, et puis c'est absurde.
Vous avez une phrase formidable, c'est « Ce corps a deux têtes, cette âme a deux corps », pour décrire l'amour fusionnel. Vous dites « Deux imbéciles contents et fiers de leur bel amour ». Ah non, on va leur balancer notre amour à la gueule. Il y avait un petit côté, on va leur montrer, ouais. On va vous montrer comment on est heureux et comment on s'aime. Qu'on est plus heureux, qu'on va réussir là où Ariane et Solal l'ont raté, là où Raphaël et Pauline et Mathilde et Julien, tous les héros de la littérature qu'on admirait, nous, on allait réussir. Voilà. Et puis Paula débarque dans votre vie à tous les deux. Dans la vie des deux héros, oui. Des deux héros. Il était dans son bain. C'est la musique que je sois jalouse. Il me disait « Mais mon amour, c'est ma belle-mère. Tu vas pas être jalouse de ma belle-mère. » Ça me faisait rire. Mais quand même, j'étais jalouse. Je trouvais qu'elle faisait trop la coquette. Elle était avec son père, mais je l'avais vue à la plage, au café, à table, faire l'intéressante et l'innocente, minauder, draguer tous les hommes du paysage. Oh, comme vous êtes passionnant. Oh, comme vous êtes séduisant. Je la trouvais belle et dangereuse avec ce visage immobile, comme sculpté dans la cire. Quand elle souriait, elle avait une sorte de déplacement des os qui découvrait ses dents, toutes pareilles, taillées pareilles. Je la trouvais belle et bionique, avec un regard de tueuse. Quand j'avais 15 ans, elle était déjà mannequin. J'étais fasciné par ce visage parfait. Après, j'ai appris qu'il était faux, qu'elle l'avait choisi sur un ordinateur avec son chirurgien. Alors voilà, on va vous faire des pommettes hautes, comme ça, en silicone. On va raccourcir le nez et rajouter un peu de menton pour l'équilibre du profil. Très bien les yeux. Rien n'a changé pour les yeux. Mais on peut opérer une légère incision sur les tempes, histoire de rehausser la ligne du sourcil. Qu'en pensez-vous? Quelques injections de Botox pour glacer l'ensemble. Pour les dents, vous verrez avec mon collègue. Ça me plaisait, moi, dans le fond, de décider comme ça, de son visage. Je trouvais ça classe. Voilà. C'est un roman, en même temps. C'est pas... Moi, j'ai pas visé... J'en sais rien si ça correspond à la réalité ou pas. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, la chirurgie esthétique en soi. C'est cette espèce de vertige des possibles, de choisir un visage sur un ordinateur et de... moi, je suis pas assez courageuse pour ça. Mon maximum, c'est de me faire teindre les cheveux en roux ou en brun et ça part au shampoing, enfin, au bout de 3 shampoings. Bon. Mais il y a une base réelle, mais l'élaboration est littéraire et ça, en tout cas, c'est fantasmé. Merci. Adrien se lavait les cheveux. Il s'était fait une drôle de coiffure avec le shampoing, des mèches en l'air sur un côté, ça me faisait rire. Il m'a dit, t'as pas à être jalouse, t'es 1 milliard de fois plus belle qu'elle. Elle est toute refaite, toute figée, c'est Terminator, cette fille. Tu sais ce qu'elle m'a dit à l'aéroport quand je suis allé la chercher avec papa et que j'ai voulu l'aider à porter la valise? Elle m'a dit, merci, j'ai besoin de personne. Moi, les hommes, je les casse tout de suite. Et puis, de toute façon, maintenant qu'elle est avec mon père, c'est plus une femme, c'est un tabou, c'est comme ça. Alors, quelques jours plus tard, Louise croise Paula à la piscine. Elle est déjà avec Adrien, mais Louise ne le sait pas. Et elle a son sourire Terminator, dites-vous, et son visage au formol. Et là, c'est terrible. Elle dit n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi et ils disent que j'ai couché avec ton mari. Vous êtes si mignons tous les deux. Il faut être ignoble pour détruire 30 bonheurs. Non, ben, c'est ça. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé dans ma vie. J'ai quand même fantasmé un peu tout ça. Moi, ça m'intéressait l'idée de ce Phèdre moderne, quoi, l'idée d'une femme qui arrive avec le père et qui repart avec le fils. Moi, je trouvais que c'était un matériel romanesquement intéressant et cliniquement intéressant, quoi. Mais... Alors, 150 pages plus tard, Louise sait à qui elle a eu affaire. C'est une méchante, ta Paula, je te l'ai dit ce jour-là au café. Je t'ai même dit, c'est une salope, une vraie fouteuse de merde. Une qui chie dans les ventilateurs et qui regarde l'effet que ça fait. Tu aurais dû me gifler quand j'ai dit ça, ou protester, ou t'énerver, mais non. Tu as juste tenté de t'expliquer, vexé, mais à peine. Non, non, tu te trompes, elle est bonne, elle est généreuse, elle a l'âme élevée. Tu parles, une vraie garce. Une qui finira toute vérolée, comme Madame de Merteuil. C'est ça que je t'ai dit. Tu ne m'as pas fait taire. Et c'est ce qui m'a le plus scandalisé. Moi, j'ai toujours été stupéfaite. Enfin, j'étais stupéfaite le jour où j'ai compris que Madeleine Chapsal et Françoise Giroud avaient été copines jusqu'au bout. Ça m'a sidérée. Elles déjeunaient ensemble, elles faisaient du shopping ensemble. Ça, j'ai du mal à comprendre comment on peut ne pas être jaloux. Elle nous l'a dit sur le plateau. Elle vous l'a dit sur le Elle a plateau. dit, ça me soulageait un peu, on n'était pas trop de deux pour ce tempérament. D'accord. Cette rouerie dont les femmes sont capables dans ces cas-là, ça vous détruit, vous. Mais en même temps, le personnage qui me ressemble le plus, Louise, elle est rouée aussi. Hein, elle est pas... Ouais, je la ménage pas non plus. Enfin, je prends pas d'épouse avantageuse avec ce personnage-là non plus. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, tout n'était pas si simple entre Louise et Adrien, avant même la rencontre avec Paula,
puisqu'Adrien avait demandé à Louise d'avorter sous prétexte qu'ils n'étaient pas encore faits pour avoir un enfant, qu'il était Non, trop il lui a tôt. pas demandé d'avorter. Ils ont décidé ensemble d'avorter parce que c'était pas le moment, quoi. Ouais. Ouais. Donc il y avait quand même déjà des fêlures dans le cristal, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. L'enfant, dites-vous, aurait 7 ans maintenant, il s'appellerait Aurélien et il aurait 7 ans. Elle regrette, Louise, ça? Quand on regrette, on est malheureux 2 fois, donc Ouais. non, elle regrette pas. Je sens qu'on va bien rigoler ce soir. Je sais pas pourquoi. Il y a une bonne déconne sur le plateau ce soir. Et là, Louise va s'accrocher aux amphétamines après cet avortement. Vous voulez lire ou je lis? non, Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans les livres, c'est de les lire, c'est pas de les raconter. Hein. Ouais, c'est ça. C'est difficile de commenter son propre roman aussi. Ouais. C'est après l'avortement que je me suis vraiment mise à croire qu'il me manquait quelque chose. Pas assez femme, pas assez adulte, pas assez regarde tueuse, pas assez bien pour avoir un enfant avec lui, pas à la hauteur, pas assez tout. Je me suis sentie tout à coup, et là c'est superbe, comme une chenille recalée à l'examen papillon. Et c'est comme ça qu'un jour, en fouillant dans les tiroirs du bureau de mon père, je suis tombé sur ces vitamines pour le cerveau. Je savais qu'il en prenait, parfois pour travailler, pour rester éveillé, finir ses livres. Je savais que ça le rendait nerveux, concentré, irascible, rapide. J'avais toujours su qu'elles étaient là dans la caverne d'Ali Papa. Mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je passais devant, sans les voir. Lui-même, d'ailleurs, n'en parlait jamais, sauf avec ses copains écrivains quand ils s'échangeaient leurs recettes et leurs dosages. Alors que là, je me suis dit, c'est génial, c'est peut-être ça la solution. Je n'aurais qu'à les avoir partout, tout le temps avec moi, ces petites pilules magiques. Et premièrement, je serai brillante, maligne, passionnante. Et deuxièmement, ce sera un peu de papa en moi. Ce sera comme s'il était avec moi. On sera 2. On est forcément plus fort à 2 qu'à 1. Ça m'aidera à être à la hauteur. Il faut bien ça pour être digne d'Adrien. C'est comme ça que tout a commencé. Donc là, c'est Dinintel, Survector, Captagon. Et puis la drogue, c'est toujours pareil. Au début, on en prend pour être bien, puis après, on en prend pour pas être mal. Donc ça se termine assez mal en cure de désintox. C'est-à-dire qu'au début, les amphétamines lui ouvrent le monde. Ouais. Au début, c'est extraordinaire comme elle se sent intelligente et vive. Elle rougit plus, elle est pas mal à l'aise comme là je le suis en ce moment. Elle est, Ouais. là, elle ferait un foin du tonnerre de Dieu sur le plateau, ce serait merveilleux. Mais en effet, au bout de quelques mois, c'est plus tout à fait pareil. D'abord, ça la rend malade comme un chien. Ensuite, c'est pas si grave en soi, ça va, c'est pas de l'héroïne non plus, c'est pas. Mais elle en prend des doses tellement massives que ça lui donne juste des nausées, des tremblements, des crampes, et que elle a de plus en plus de mal à cacher à son entourage, à son mari, à son père, à tout le monde qu'elle a besoin de ça pour se lever le matin et qu'elle a besoin de somnifères pour s'endormir et qu'elle a de plus en plus de mal d'ailleurs à trouver des médecins qui... Parce qu'elle falsifie les ordonnances. Elle falsifie les ordonnances, mais il Oui. faut déjà trouver les médecins qui acceptent de lui prescrire des choses comme ça, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et puis ensuite, elle a pas tellement envie d'arrêter non plus et de redevenir la gentille petite Louise d'avant qui rougit et qui est comme moi maintenant, voilà. Non, ça va. Comment ça va? Et puis c'est la rupture. Tu t'attendais à quoi? Je lui ai dit. Tu crois que ça va être facile de me quitter? Tu crois que je vais te laisser faire comme ça? J'ai lancé le cadre par terre. Le verre s'est brisé. Mais comme c'était pas assez, j'ai bondu du lit et j'ai déchiré la photo. Celle qu'il prétendait tant aimer. La photo de nous deux en mariés, beaux et légèrement ridicules. Il y avait tant de monde qu'on ne connaissait pas à notre mariage qu'on est parti avant la fin. Il y a des super phrases d'auteurs. Bon, merci. Je vous félicite. Merci, c'est gentil. Merci. Justine, il faut avoir confiance en vous. Vous avez écrit cette phrase aussi après la rupture. C'est magnifique. J'ai perdu les larmes comme d'autres, la vue et la parole. Elle ne peut plus pleurer. À l'enterrement de sa grand-mère, elle n'arrive pas à pleurer. Ensuite, elle a beaucoup de mal, donc à trouver effectivement un garçon qui lui convient. Depuis qu'Adrien est parti, il y a eu 5 baisers et 3 amants, je crois. Et elle rencontre le dénommé Pablo. Alors là, c'est l'inverse. Hein. C'est plus du tout l'amour fusionnel. Là, c'est beaucoup plus adulte, disons. Je n'ai rien à lui donner. Je n'attends rien non plus de lui. Après la dispute, elle interdit définitivement les mots d'amour. C'est difficile de réapprendre à aimer après. Ouais, c'est comme une grande brûlée. Pardon. C'est dramatique, quoi. C'est d'une violence inouïe, un chagrin d'amour en même temps.
C'est vrai qu'elle doit tout réapprendre. Elle doit réapprendre à rire, à s'amuser, à être légère, à être gentille avec elle, avec les autres. Elle est toute vide, quoi. Ouais. Elle est toute... elle avait plus qu'une envie, c'était de se rouler en boule et de se laisser... voilà. Ensuite, Louise retombe sur Adrien un jour, sur le thème « Soyons amis ». Non, on le rencontre par hasard. Ouais. Par hasard dans un café. Et c'est fou d'ailleurs. C'est ça qui est le plus terrible dans l'amour, c'est pas quand ça s'arrête. Enfin, c'est pas quand on est rompu, ou quand on rompt, ou quand on est quitté, ou largué, ou jeté, ou mis à la poubelle, ou effacé par la liberté de l'autre. Ce qui est terrible, c'est quand tout à coup on se réveille un matin, on cligne des yeux et on n'aime plus. L'amour, voilà, on n'aime plus. Et ça, quand elle rencontre Adrien dans le café, il l'ennuie. Ouais. Il l'ennuie. Et ça, c'est assez violent aussi. Comment j'ai pu être amoureuse de lui, comment elle se dit ça, elle se dit tout ça. J'aimerais qu'on soit amis, juste amis, décidons ça. Ah non, je réponds. Ça veut dire quoi être ami quand on s'est tant aimé? Ça n'existe pas, ce glissement-là. C'est même immoral de passer de ça à ça. C'est hors de question. Tu n'es pas d'accord, tu argumentes. Tu dis, Paula et ses ex, elle les voit tout le temps, ses ex. J'ai envie de répondre qu'elle ne peut pas faire autrement vu qu'elle a couché avec la terre entière. Si elle ne les revoyait pas, ses ex, elle ne verrait personne. Mais c'est vrai que Louise, de temps en temps, elle bastonne bien. Mais je te dis juste qu'elle ne les a peut-être pas tous aimés comme nous, on s'est aimés. Tu dis c'est vrai, mais je ne suis pas juste une connaissance. Je ne suis pas quelqu'un que tu croises par hasard et avec qui tu vas prendre un café. Moi, je tuerai pour toi. Et même, je me tuerai pour toi. Voilà, donc comme je disais en commençant, peu importe que vous soyez la fille de Bernard-Henri Lévy, vous êtes un écrivain. Le miracle de la littérature, c'est qu'elle sublime tout, elle transcende tout. Quoi qu'il vous arrive dans la vie, vous pouvez en faire un livre. Oui, c'est vrai. Ça sert à ça aussi. Et puis surtout, ça sert à... Ouais, enfin, on n'a pas souvent la maîtrise de sa vie, quoi. On a l'impression qu'elle vous échappe. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle m'échappe. Alors que j'ai l'entière maîtrise de mes textes. Ça, je peux choisir chaque répétition, chaque virgule, et c'est un sentiment de toute puissance, quand même. Ça, c'est formidable. Et puis, ouais, c'est bien. Quand on vit trop près des choses, surtout quand on est myope comme ça, et quand on sort d'un chagrin, et qu'on n'a que des éléments épars, éparpillés, une charpie de choses, tout à coup, c'est comme une régénération, on transforme le désordre en ordre avec une cohérence, une finalité, avec un début, un milieu, une fin, et si on veut, on éclate tout. Enfin, c'est... Vous redevenez maîtresse de votre vie quand vous la réécrivez. Exactement, on se la réapproprie, quoi. Ouais. Vous pensez quoi de ça, Françoise? La littérature transcende tout, sublime tout, finalement. Oui, je crois. Vous l'avez prouvé avec votre bouquin aussi. À mon petit niveau, c'est vrai que je suis ressortie de ce livre comme apaisée. Donc je peux comprendre que l'écriture soit quelque chose qui puisse reconstruire une personnalité. Mieux faire accepter ce qui vous arrive. Ouais, ou le comprendre différemment. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression de pas voir... Enfin, j'ai pas écrit les choses telles que je les voyais, mais maintenant, je les vois telles que je les ai écrites. Mais il y avait quand même une différence. Mais je suis moins monstrueuse que le personnage qui me ressemble dans le livre. Elle est quand même... C'est quand même une... C'est une méchante. Ouais, c'est une méchante. Comment ça va maintenant Ça va bien, maintenant, ouais. Ça va bien, mais surtout, ça allait déjà bien quand j'ai commencé à écrire le roman, parce que quand j'étais au sortir de ce chagrin d'amour, j'aurais pas pu écrire 3 phrases normales. Et j'ai commencé à écrire quand justement j'ai réappris à aimer, et quand j'ai rencontré un garçon qui m'a donné envie de plus me protéger autant. Oui, il a dit Belle du Seigneur, c'est fini là, faut arrêter là. Faut arrêter, Belle du Seigneur. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.